Bonjour à tous et bienvenue à cette brève capsule d'information sur la gestion de groupe. Je suis Pascal Lapierre, conseiller pédagogique au service éducatif au Centre de services des Trois-Lacs. Cette capsule vidéo vous permettra de consolider votre connaissance des moyens concrets pour gérer efficacement un groupe et vous permettra aussi d'adopter des stratégies dans une optique de prévention plutôt qu'en réaction aux comportements inadéquats. Pour ce faire, nous aborderons les trois éléments suivants: les stratégies de prévention et les relations positives avec l'élève, l'accueil des conflits des élèves, ainsi que le système d'encadrement de l'école et les règles de groupe. Avant d'aborder les stratégies de prévention comme telles, parlons du principe de base: préférer la prévention à la réaction. Autrement dit, on s'organise pour ne pas se faire organiser. Les stratégies de prévention sont efficaces parce qu'elles nous permettent d'éviter de nous retrouver dans des situations de vulnérabilité. Autrement dit, ce qu'on met en place va soutenir des comportements positifs des élèves et vont faire en sorte que les comportements non désirés auront moins de chances de se produire. Voici quelques exemples de stratégies de prévention. Tout d'abord, lorsqu'on reçoit les élèves, les accueillir avec le sourire et leur souhaiter la bienvenue est une excellente façon non seulement d'établir une relation de confiance qui soit de qualité, mais c'est aussi une façon de diminuer l'anxiété chez les élèves. Ce que la recherche nous dit, c'est que des élèves qui sont moins anxieux ont moins de risques d'adopter des comportements qui sont inadéquats. Ensuite, on rappelle les attentes comportementales dès le début de la période en mettant l'importance sur les comportements qui sont positifs. Lorsqu'on est avec un groupe, on s'organise pour toujours avoir une vision globale de ce groupe. On se placera pour avoir la plus grande partie du groupe face à soi. Cette stratégie n'est pas à négliger parce que, de cette façon, les élèves vont se sentir non seulement accueillis, ils vont aussi se sentir en sécurité. Par conséquent, on doit toutefois faire attention d'éviter de faire dos au groupe. Parce que, comme on le sait, lorsqu'on n'a pas les yeux sur le groupe, c'est le moment où les élèves en profitent pour adopter des comportements qui sont inadéquats. Ensuite, afin d'éviter les périodes de transition et les temps morts, durant lesquels les élèves risquent de se désorganiser et donc d'adopter des comportements dérangeants, on veillera à ce que le matériel nécessaire soit déjà prêt, c'est-à-dire qu'il soit organisé et facilement accessible. Une autre façon d'éviter l'apparition de comportements dérangeants est de circuler dans le groupe et notamment d'être présent là où c'est un peu plus agité. Souvent, par notre simple présence, les élèves se sentiront plus apaisés et donc ils auront moins tendance à adopter des comportements qui dérangent. Le fait d'être à proximité des élèves a aussi un autre avantage, celui de nous permettre d'adopter des interventions discrètes lorsque les comportements dérangeants sont mineurs. Une intervention discrète nous permet d'agir auprès de l'élève sans que les autres élèves du groupe ne soient témoins de la situation. Ils sont donc moins à risque de reproduire le comportement dérangeant pour lequel on intervient. Parmi les exemples d'interventions discrètes qu'on pourrait adopter, il y aurait le fait, entre autres, d'établir un contact visuel avec un élève qui vient d'adopter un comportement. Cela lui permettra de comprendre qu'on l'a vu agir et dans la majorité des cas, l'élève cessera le comportement inadéquat. Aussi, lorsque le groupe est bruyant, le fait de faire simplement un signe chute sera plus efficace que le fait d'élever la voix. Agir en prévention, c'est notamment établir des relations positives avec l'élève. Lorsqu'on démontre à l'enfant que notre relation est importante, celui-ci comprend qu'on est là pour lui et qu'il peut nous faire confiance. Parmi les stratégies qu'on peut adopter pour exprimer l'importance du lien, on a la valorisation des comportements attendus. La recherche nous dit qu'on a plus de chances de voir apparaître des comportements adéquats lorsqu'on valorise les comportements positifs plutôt que lorsqu'on sanctionne les comportements à éviter. Le fait de sourire et d'adopter un langage non verbal qui soit ouvert va aussi permettre aux élèves de se sentir plus détendus et plus accueillis. Le fait d'agir avec proximité, de se montrer près des élèves, de se montrer disponible est une façon aussi de construire cette relation. Lorsqu'on s'adresse aux élèves, le fait d'utiliser leur prénom plutôt que leur nom de famille est aussi une façon de montrer une chaleur dans nos relations. Parmi les stratégies que l'on peut adopter pour construire une relation positive avec l'élève,
on retrouve le fait de leur poser des questions sur leur quotidien et de s'intéresser à eux. De cette façon-là, on construit un réel lien d'attachement avec l'élève. Le fait de maintenir le contact visuel lorsque l'enfant s'adresse à nous ou qu'on s'adresse à lui est une façon de montrer que la communication avec lui, elle est importante et qu'on est vraiment attentif à ce qu'il nous dit. Par ailleurs, si un élève nous présente une situation problématique ou une situation qui est importante pour lui, il est important de se montrer empathique. Autrement dit, de montrer qu'on comprend la situation dans laquelle il se retrouve. Lorsqu'on s'adresse à l'élève, évidemment, on utilise un ton de voix qui est approprié. Et il y a tout lieu d'utiliser l'humour pour dédramatiser certaines situations. Il faut toutefois faire attention de bien distinguer humour et sarcasme. Les élèves vont moins bien réagir au sarcasme parce qu'ils vont se sentir l'objet d'une blague et ça risque aussi de venir effriter la relation de confiance qu'on a avec l'élève. Voyons maintenant quelques stratégies à adopter pour accueillir les conflits des élèves. D'abord et avant tout, rappelons-nous que ces conflits sont normaux et permettent aux enfants d'apprendre à communiquer, à s'affirmer, à négocier et à faire des compromis. Cela nécessite toutefois une nuance. Les adultes sont là pour soutenir les élèves dans le développement de ces habiletés, ils ne sont pas là pour agir à leur place. Donc, les différentes stratégies qu'on verra sont des stratégies de soutien à l'élève dans le développement de leurs habiletés sociales. Ainsi, lorsqu'un enfant vient nous présenter une situation problématique, gardons en tête que cette situation est suffisamment importante pour lui pour qu'il vienne nous la confier. Il est donc bien important de prendre au sérieux ce que l'enfant va venir nous dire. Pour ce faire, on fera preuve d'écoute, de bienveillance et de disponibilité pour montrer que son message est important. Et si parfois le message peut être confus, on peut garder en tête qu'on pourra le questionner afin de clarifier la situation. Une situation claire pour l'élève sera une situation qui sera claire pour nous et ça pourra nous aider à voir comment on peut le guider dans la mise en place des stratégies de résolution de problèmes. C'est donc la troisième étape, guider l'enfant, l'encourager à produire un message qui soit clair. On pourra aussi lui permettre de se pratiquer, on pourra lui donner de la rétroaction et, si justement son message porte à confusion, on pourra le soutenir et l'outiller pour produire un message qui est plus clair. Lorsque l'enfant se sentira prêt, on pourra l'accompagner dans la résolution du conflit et, au besoin, d'encadrer les échanges entre les différentes parties. Il arrive parfois que des élèves viennent nous présenter des situations qui vont au-delà de notre zone de confort. Il ne faut donc pas hésiter à référer l'enfant et à l'accompagner auprès des membres de l'équipe école, tels des techniciens, des TES, des membres de l'équipe de psychoéducation, la direction de l'école, etc. Il peut arriver aussi parfois qu'on soit dans une situation telle qu'on ne pourra pas soutenir tout de suite l'enfant. Il est donc important de nommer qu'on n'est pas en mesure d'intervenir. Et on pourra le diriger et l'accompagner vers une autre personne pour que l'enfant se sente toujours soutenu et qu'il ne sente pas que son problème n'est important pour personne. À la suite d'une intervention, il peut être intéressant de faire un bilan avec l'élève de l'impact de cette intervention. Voici donc quelques phrases clés que l'on peut utiliser pour valider avec l'élève la façon dont ça s'est déroulé. On peut lui demander « Est-ce que je t'ai aidé à résoudre ton problème aujourd'hui? » Ou « Est-ce que je peux faire autre chose pour t'aider? » On peut lui rappeler qu'il peut venir nous voir s'il en a le besoin. Cela permet à l'enfant de se responsabiliser face à la recherche d'aide, de se sentir en sécurité et de se sentir aussi en confiance. Ça lui permet aussi de voir qu'il a un pouvoir d'action sur les situations. Toutefois, si l'enfant dit que personne ne l'a aidé ou qu'on n'a rien fait pour lui, on peut lui faire un rappel des stratégies qu'il a utilisées et on peut lui demander ce qu'il ferait autrement pour régler la situation. Et on peut l'inviter, une fois de plus, à s'exprimer si, une prochaine fois, la situation venait à se reproduire. Enfin, il est primordial d'apprendre à bien connaître le système d'encadrement de l'école afin d'intervenir de façon cohérente avec les règles de conduite et les règles de vivre ensemble du milieu. Par conséquent, nous vous conseillons fortement de lire ces documents et, s'ils ne sont pas accessibles, de demander à des membres de l'équipe école de vous les faire parvenir. Dans certains milieux, on utilisera par exemple des systèmes comme les billets de manquement. Prenez donc le temps de bien lire
la façon dont va fonctionner ce système de billets pour intervenir de façon adéquate et veiller à adopter des interventions graduées. Il se pourrait que dans votre milieu, vous soyez appelé à construire des règles de groupe. Par conséquent, pour vous soutenir, nous vous proposons les pistes de réflexion suivantes. Lorsque vous construisez votre liste de règles, ne dépassez pas 5 règles. Parce que comme le dit l'adage, trop, c'est comme pas assez. En fait, ce que la recherche démontre, c'est que lorsqu'il y a trop de règles à suivre, les élèves ont de la difficulté à les appliquer, on retrouve donc une hausse des comportements inadéquats. Veuillez aussi identifier les règles qui sont communes d'un groupe à l'autre afin de pouvoir adopter des interventions qui vont être cohérentes. Lorsque vous formulez les règles, formulez-les de façon à ce qu'elles soient positives et formulées au jeu. Par exemple, lorsque j'ai une question, je lève la main. Les règles doivent être appliquées selon les 5 C. Donc, on doit s'assurer que les règles seront claires, connues, constantes, conséquentes et cohérentes. Aussi, ces règles doivent être enseignées explicitement et ce, dans de nombreux contextes. Par exemple, si je demande aux élèves de maintenir un volume qui est adéquat, lorsqu'ils sont dans un local, par exemple, j'aurai un volume qui va peut-être être un peu plus élevé que lorsqu'il y aura une circulation dans les corridors. Donc, il faut être suffisamment explicite pour montrer aux élèves quels sont les comportements attendus et on leur donnera de la rétroaction par rapport au respect de ces consignes-là. Aussi, il est important de prendre le temps de bien expliciter les conséquences positives du respect des règles. Par exemple, lorsqu'on présente la règle « Quand j'ai besoin d'aide, je lève la main pour qu'on vienne me voir », on explique aux élèves que c'est une façon de garder un niveau sonore qui soit agréable pour tous. Prenez le temps de bien modeler le comportement attendu, de telle façon que les élèves puissent voir comment on s'y prend pour adopter ce comportement. Donnez de la rétroaction positive et explicite sur le respect des règles. Cette stratégie permettra aux élèves de voir qu'ils sont capables de réussir et cela les encouragera à reproduire les comportements attendus. Il pourra toutefois s'avérer judicieux de revoir les règles périodiquement, c'est-à-dire au fur et à mesure que les élèves adopteront les comportements souhaités, et de faire des ajustements en cours d'année si nécessaire pour les comportements qui représentent un nouveau défi. Une fois votre liste de règles de groupe établie, prenez le temps de bien la présenter, de l'afficher et d'en valider la compréhension auprès des élèves en leur rappelant pourquoi, quand et comment adopter ces comportements. De cette façon, on n'a plus de chance de voir apparaître les comportements adéquats et de voir disparaître les comportements inadéquats. Enfin, n'oubliez pas que si vous avez besoin de soutien, les membres de votre équipe école, les membres des services éducatifs aux jeunes ainsi que les membres de votre syndicat sont là pour répondre à vos questions.